Vous écoutez France Culture. Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on s'intéresse ce matin à un noir trésor qui assombrit encore davantage les perspectives de dérèglement climatique. Voilà un de ces sujets qui reviennent un peu comme les marronniers d'antan. Dans les réflexes journalistiques, ces sujets qui reviennent régulièrement, la rentrée des classes en septembre, les cloches de Pâques à Pâques, et les gaz de schiste. Les gaz de schiste dont on reparle régulièrement. Ah bon, pas encore enterrés les gaz de schiste ? Si, presque, puisque le gouvernement a pris des décisions, et le gouvernement précédent également d'ailleurs, qui refuse vigoureusement et fermement la fracturation hydraulique, donc l'exploration des gaz de schiste. Pas complètement tout de même, puisque, curieusement, dans les médias, on entend énormément de discours un peu alarmistes sur le mode « Attention, nous sommes en train de passer à côté d'une aubaine économique extraordinaire. Attention, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de se passer des gaz de schiste et il n'y a pas de tabou, nous devons absolument réouvrir ce dossier. » Alors, pour savoir où nous en sommes, nous voici aujourd'hui en Ardèche, au sein d'un collectif dans le Gard, à la limite de l'Ardèche, à Nijacmar. Vous allez nous préciser immédiatement que nous sommes à quelques encablures de l'Ardèche, au sein d'un des innombrables collectifs d'opposition au gaz de schiste. Je dis innombrables, en fait, on peut tout à fait les compter. Il y en a à peu près 250 aujourd'hui en France, à Nijacmar. Alors, sur la France, je ne sais pas, peut-être dans ces chiffres-là, c'est très difficile de compter parce qu'en fait, il y a beaucoup de petits collectifs qui existent et dont on ne sait même pas, on ne connaît pas l'existence. Dans le Gard, on en a recensé à peu près 35. Voilà. En Ardèche, je ne sais pas. Mais il y a vraiment, ce sont des tout petits groupements, nous, dans notre coin. Les gens se sont regroupés finalement dans les petites villes, dans les villages, et ont formé un collectif. Un collectif par projet d'exploration de gaz de schiste ou comment est-ce que ça se passe ? Non, pas du tout. Ça s'est fait complètement de façon anarchique, simplement parce que les gens ont eu envie d'agir et se sont regroupés avec ceux qui étaient le plus proches d'eux. Après, maintenant, il y a des structures qui sont... on essaye plus sur un permis ou sur un autre, mais ça, c'est nouveau. Au départ, c'est vraiment... nous, on a fait... je veux dire, dans le coin, il y avait 3-4 petits collectifs qui se sont créés en même temps. On ne le savait même pas. Puis on s'est rencontrés, donc on a travaillé ensemble. Ça s'est passé comme ça. Hein. Et vous êtes donc, vous, membre de la commission scientifique du collectif du 30, comme on l'appelle, c'est-à-dire du Gard. Et Gilbert Lavore, vous êtes membre de la commission scientifique du 07, l'Ardèche. Oui. Et donc, pour revenir sur ce que je disais, cette situation un peu embrouillée, emmêlée, où on n'arrive pas très bien à savoir si le problème est enterré, pas vraiment enterré. Oui, je reviens un peu en arrière. En 2005-2006, il y avait auprès de l'administration 10 demandes de permis qui avaient été formulées par différents titulaires. 2006, c'est le début de la ruée vers le gaz en France. Venaient des États-Unis des informations très importantes sur cet Eldorado et les services français des mines se sont dit pourquoi pas nous, hein. Sachant que les recherches d'huile conventionnelles ont fini leur course dans les années 85, donc ils se sont dit embrayons et faisons des directives pour attirer les pétitionnaires de permis sur cette thématique de gaz de schiste. Je dis bien, en 2006, il y avait 10 demandes de permis et aujourd'hui, il y en a 61 qui ont été validées après la loi de juillet 2011. Et après, donc, la loi qui interdisait tout permis à des concessionnaires qui voudraient faire de la fracturation hydraulique, c'est ça ? Absolument. Donc, permis revisités, 3 ont été abrogés. Et il y a aussi 101 permis, même plus certainement, puisque ça évolue de jour en jour, qui sont en demande, en cours d'instruction auprès des différentes DRIR de notre métropole. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous ces projets-là ne vont pas pratiquer de la fracturation hydraulique.
Ce sera une autre méthode, beaucoup plus douce et beaucoup moins agressive pour l'environnement, Gilbert Lavore? Non. Ces permis sont extrêmement litigieux. Ils ont été approuvés par l'administration, visiblement sans examen. Et ça, on peut le situer au travers du cas des 3 permis qui restent dans le Gard et dans l'Ardèche. Si on retravaille ces permis, on se rend compte qu'il y a matière à les dénoncer comme des permis allant sur la fracturation hydraulique, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule technique que l'on connaît, qui est certifiée, qui est prouvée pour pouvoir exploiter des gaz de schiste. Vous êtes gâté, Annie Jacquemart. Ces projets, ils sont tous juste autour de chez vous. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que les gens se sont énormément mobilisés immédiatement, parce que les gens ne font pas du tout confiance aux pétroliers. En plus, nous sommes dans une région où il y a eu une vie minière, et quand on va dans les villages miniers et qu'on explique aux gens que les pétroliers, il ne faut pas les croire, parce qu'ils vont nous laisser tous les dégâts en repartant, eh bien, eux, ils savent très bien ce que ça veut dire, parce que c'est exactement ce qui leur arrive. C'est-à-dire que les charbonnages de France sont repartis et que toute la pollution reste. Donc, non seulement elle reste, mais en plus, il y a des terrains qui ont été abandonnés et qui servent de décharge à des produits toxiques ou à des ordures mal recyclées, etc. Par contre, s'ils n'ont pas confiance dans les pétroliers, ils peuvent faire confiance au gouvernement, qui, lui, a fait cette loi. Donc, en 2011, l'article 1er interdit explicitement l'utilisation de la fracture hydraulique. Alors, bien sûr, il y a l'article 2, qui, lui, autorise l'utilisation de la fracturation hydraulique, mais uniquement à des fins scientifiques de recherche. Annie Jacquemart. Cette loi, d'une part, ne répondait pas à la demande des collectifs qui voulaient interdire l'exploration et exploitation dans toute zone non conventionnelle, réservoir non conventionnel, c'est-à-dire que, par exemple, les recherches offshore sont extrêmement dangereuses pour l'environnement, et ça a été retiré, par exemple, par cette loi. Donc, effectivement, on autorise la recherche à but scientifique. Or, cette recherche à but scientifique, c'est simplement de l'exploration tout à fait classique, comme font les pétroliers, avec les mêmes inconvénients. Oui, puis ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ce sont les compagnies pétrolières elles-mêmes qui pratiquent cette exploration. Et donc, on imagine bien qu'au-delà de la beauté du geste scientifique, il y a quand même un intérêt économique certain. Non seulement il l'est, mais il est obligatoire. C'est-à-dire que si on va explorer, qu'on fasse une fracturation hydraulique et qu'on trouve du gaz ou de l'huile de schiste, on est obligé de l'exploiter. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on en fait? Elle remonte sous pression, on ne va pas la brûler sur place quand même. Alors qu'en est-il de ce qu'on entend sur le fait qu'il y aurait aujourd'hui, et en particulier en France, des techniques autres que la fracturation hydraulique et que ça serait uniquement ces méchants Américains qui auraient recours à des choses aussi sales? Gilbert Lavore? Oui, le travail qui est fait par les lobbies pétroliers, c'est de dire qu'il y a d'autres solutions. Ces solutions sont listées comme cela. Recherche par fracturation électrique. Ça, c'est un projet qui est le sujet d'une thèse qui a été développée par un chercheur de l'université de Pau, d'Adour. À l'origine, j'ai compris, dans un but de simplifier le travail de recherche d'uranium. Total était dans l'ombre pour superviser les travaux, et ça, c'est à l'échelon laboratoire. Deuxième chose, ça serait une fracturation dite pneumatique avec du gaz propane liquéfié. Il faut peut-être quand même rappeler, excusez-moi de vous interrompre, mais que l'intérêt de ce passé d'eau, c'est que ce sont des quantités absolument colossales qui sont en jeu dans la fracturation hydraulique. C'est un des arguments qui sont opposés à l'exploration des gaz de schiste. Rappelez-nous peut-être la quantité d'eau qui est nécessaire. Pour fracturer un puits complet, il faut environ de 10 à 20 millions de litres d'eau. Ce fluide est mélangé avec des additifs qui sont principalement un agent de soutènement, du sable, et puis des produits chimiques sur lesquels on a très peu d'informations.
Et dont on pense que les stations d'épuration existantes ne peuvent pas les nettoyer correctement. Dans les premiers jours de l'exploitation du puits, de 20 à 80% de ce fluide qui revient en surface doit être traité. Bien entendu, ni aux États-Unis ni en France, aucune station existante n'est capable de retraiter ces masses d'eau. C'est bien évident. Donc la bonne technologie aujourd'hui utilisée par les Américains, puisque eux ont de l'expérience, c'est de réinjecter cette eau dans les formations, en forant des puits de réinjection ou en utilisant de vieux puits. Et aux États-Unis, moins de 5% de ces produits sont retraités parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et l'on voit arriver aujourd'hui dans la presse américaine, voire française, qui veut promouvoir les gaz de schiste, des solutions de retraitement par des filiales chimiques comme Veolia est capable de le faire. Donc je vous ai coupé dans votre élan, vous étiez en train de nous expliquer la merveilleuse piste pneumatique. Oui, alors la piste pneumatique, c'est un cercle assez fabuleux. Pour produire du méthane, on va chercher du propane. Ce propane, bien sûr, il faut l'amener, il faut beaucoup de camions, puisque la quantité de fluide est à peu près équivalente. Au lieu de 10 millions de litres d'eau ou 20 millions de litres d'eau, il faudra le même volume de propane en grande partie. Alors, il y a une société qui travaille, qui est canadienne, qui s'appelle Gazfrac, qui a déjà fait peut-être 400 puits. Et les résultats, on ne les connaît pas trop. Il semblerait que ce soit pas trop mauvais, pas d'un point de vue financier, bien sûr, mais d'un point de vue résultat, fracturation. Il y a eu quand même des accidents d'explosion, mais on en parle assez peu. Donc ça serait la solution, si je me suis bien ? Non, ce n'est pas une solution viable, c'est une solution qui est annoncée. Mais tous les dangers de la fracturation hydraulique restent les mêmes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude tellement de s'intéresser aux coûts, aux investissements que représentent toutes ces technologies qui existent depuis maintenant plus d'un siècle et qui nous alimentent en énergie abondante, peu chère. Et quand on vous entend parler de toutes ces choses extrêmement techniques et dont on imagine qu'elles sont très chères, on a le sentiment peut-être de quelque chose de disproportionné, de démesuré, mais peut-être est-ce que c'est une impression fausse et peut-être que toute cette mise en place d'une exploration et d'une exploitation des gaz de schiste n'est finalement pas tellement plus onéreuse ou tellement plus difficile à mettre en place que tout ce qui a déjà été réalisé pour obtenir du pétrole, du charbon, du nucléaire. Annie Jacquemin ? Alors, en fait, si les techniques deviennent de plus en plus chères, de plus en plus coûteuses en énergie, parce que pour reprendre ce que disait Gilbert tout à l'heure, le propane, ça n'est pas rien, c'est de l'énergie pour l'extraire. Donc, on arrive à des bilans énergétiques en fin de course pour lesquels on se pose des questions, parce qu'une fois qu'on a fabriqué les produits chimiques, qu'on a utilisé des centaines de camions, etc., pour porter les produits, pour les remporter, plus tous les traitements, sans compter toutes les complications sur le plan environnemental et sanitaire. Mais rien que les techniques coûtent très cher et très cher en énergie. Finalement, on finit par se demander où est la rentabilité énergétique de toutes ces nouvelles techniques. Par contre, il y a peut-être une rentabilité financière. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le même registre. Et c'est vraiment un problème qui se pose et qui est important. Gilbert Lavore, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, Cleveland, qui est un chercheur américain, a défini les bases et lui disait en 1930, pour un baril de pétrole investi pour forer un puits, j'en recueillais 100. Donc mon ratio est de 100. Aujourd'hui, on ne sait pas sur les gaz de schiste. Personne ne veut se lancer dans l'aventure. Lui essaye de travailler sur les données qu'il reçoit, mais n'est pas capable de publier un document sérieux sur ce sujet-là. Ce qu'il dit, c'est que le gaz naturel, le ratio serait de 1 sur 5. 1 investi pour 5 récupérés.
Oui, mais si ce n'est que du pétrole, il y en a beaucoup moins. On sait qu'on a aujourd'hui dépassé le pic pétrolier et que donc il va y en avoir de moins en moins. C'est bien la raison pour laquelle ces gaz de schiste qui étaient réputés inintéressants deviennent aujourd'hui intéressants. Et tout de même, l'un des arguments qu'on entend brandir aujourd'hui vraiment très couramment, c'est l'argument économique. Ça serait des gaz de schiste pour avoir l'autonomie en approvisionnement de produits pétroliers, ça serait une énergie nettement moins chère que celle qu'on est obligé d'acheter aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des réponses à tout cela? Annie Jacquemart. En fait, déjà, le fait qu'on soit obligé d'utiliser énormément d'énergie pour en récupérer un peu, ou peut-être même pas du tout d'ailleurs, en économie, ça paraît quand même pas d'une grande logique. D'autre part, il faut savoir qu'il y a d'autres pans de l'économie qui souffrent énormément de cette exploitation des gaz de schiste. Et surtout en France, qui est un pays très peuplé. Par exemple? C'est par exemple toute l'agriculture. Nous avons une région ici dont l'économie est agricole et touristique en raison de la beauté des Cévennes. Tout ça, évidemment, ça s'écroule. Donc économiquement, pour quelque chose qui va durer pas très longtemps. Ça s'écroule parce que le territoire va être perforé de toutes parts, c'est ça? Exactement, parce qu'on est obligé de faire des forages très rapprochés, de l'ordre de 1, 2, 3 kilomètres. Et donc, à partir de là, il faut imaginer le paysage avec des forages à toutes ces distances, plus les pistes qui vont les rejoindre. Donc, c'est une désolation quand on repart. Donc, économiquement, c'est à très court terme. D'autre part, comme on le disait, effectivement, les ressources en hydrocarbures sont en train de s'épuiser. Qu'on fasse d'une façon ou d'une autre, qu'on aille curer dans le fond, de toute façon, ça va s'épuiser. Donc, plutôt que de dépenser énormément d'argent, d'énergie et de compromettre l'avenir d'une région pour essayer de récupérer les dernières gouttes de carburant, ça serait peut-être plus intelligent de réfléchir à d'autres solutions. Voilà. Donc, et je vous vois lorgner vers votre voisin de gauche, Simon Cossu, qu'on n'a pas encore entendu. Simon Cossu, vous êtes, membre d'Enercop, et vous êtes là pour nous parler de la transition énergétique, un sujet qu'on connaît évidemment bien déjà à terre, mais j'ai souhaité vous faire entendre d'abord vos deux collègues pour qu'on pose véritablement tous les termes du débat tel qu'il est posé aujourd'hui, à savoir, est-ce que c'est intéressant sur le plan scientifique, est-ce que c'est intéressant sur le plan économique? Curieusement, ce sont des questions qui évacuent totalement la question qui me paraît pourtant primordiale, celle du changement climatique. Effectivement, si on regarde aujourd'hui les projections du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental sur les questions du changement climatique, le groupe d'experts, on dépasse malheureusement à chaque nouveau scénario les estimations qui ont été faites. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'objectif qui était fixé de se limiter à 2 degrés au niveau du réchauffement climatique sera dépassé. On est plutôt même sur dépasser les 6 degrés aujourd'hui, à l'horizon 2100. Plus 6 degrés, ça nous ramène au temps des dinosaures. Voilà, pour donner une idée. Simplement, la vitesse de variation s'est faite en plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années, en termes de variation de température. Et là, on va le faire en quelques dizaines ou quelques centaines d'années ou plus. Et donc, c'est un rythme auquel les espèces vivantes ne peuvent pas s'adapter, parce que c'est un changement beaucoup trop brutal. Et donc là, on court vers l'extinction massive des espèces. On a déjà perdu 30% de la biodiversité depuis l'ère industrielle. Et donc là, on va ne faire qu'amplifier ce phénomène et on court finalement à la catastrophe. Tout ça pour quelques grammes de gaz supplémentaires, alors qu'on a un potentiel fabuleux en termes déjà d'économie d'énergie, puisque c'est à mon sens un des principaux gisements pour demain, et en termes d'énergie renouvelable. Pour vous donner une petite idée, il arrive en 3 ou 4 heures depuis le Soleil la quantité totale d'énergie que l'humanité consomme en une année entière. Donc quand on voit ce ratio, on se dit mais pourquoi aller continuer à faire les taupes et à creuser toujours plus profond quand finalement il suffit de regarder un peu vers le ciel et d'essayer de capter un peu mieux cette énergie pour satisfaire nos besoins et ceux des générations futures, puisque cette énergie, elle sera toujours là. J'ai entendu récemment un argument tout à fait curieux et intéressant. Un économiste qui disait que la transition énergétique, certes, il faut y aller même rapidement,
Simplement, elle va coûter très cher. Et où va-t-on trouver l'argent? Pourquoi pas dans les gaz de schiste? Simon Cossu? Effectivement, on peut toujours tirer le diable par la queue, il n'y a pas de problème. L'argent, il est là. Pour spécifier plus sur l'électricité, qui est plus mon domaine de prédilection, entre guillemets, on sait qu'il y a entre 300 et 500 milliards d'euros à sortir dans les prochains 20 ans pour renouveler le parc de production. Qu'on choisisse l'option nucléaire de la conserver ou qu'on passe sur une nouvelle option, peu importe. De toute façon, il y a des sommes d'argent immenses à sortir. À savoir, où peut-on prendre cet argent? Je pense qu'on peut le prendre directement là où on le dépense. Il faut savoir que dans la même période, on aura dépensé à la louche un peu plus de 1000 milliards d'euros en dépenses énergétiques pour le pétrole notamment. Donc bon, c'est pas avec du pétrole qu'on fait l'électricité en France, certes, mais disons que c'est pour donner des ratios, des échelles. On dépense déjà ces sommes d'argent, donc on peut très bien le dépenser plutôt intelligemment, à déjà faire des grands programmes de rénovation énergétique du bâtiment, faire des grands programmes d'investissement dans des sources de production d'énergie qui seront rentables non pas pour des capitaux extérieurs, offshore, dont on ne connaît pas du tout l'origine, ni même la composition, on ne sait pas à qui va cet argent finalement. On se doute bien que ce n'est pas forcément dans la poche du citoyen qui retourne. Tandis que là, on pourrait peut-être rediriger cet argent vers les territoires, puisque les énergies renouvelables, par essence, elles sont ancrées dans ces territoires. Et donc repasser sur des modes de production de consommation durable permettrait aussi une relance économique. Et qu'à voir le nombre d'emplois qui a été créé en Allemagne dans les énergies renouvelables ces dernières années, on est à 400 000 emplois aujourd'hui, avec des chiffres d'affaires faramineux. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont générés chaque année et qui retournent vers les territoires. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'argent à investir, mais je pense qu'on a toujours su faire face à cette problématique d'investissement. Aujourd'hui, c'est plutôt de convaincre les investisseurs qu'il faut arrêter de regarder à 3 ou 5 ans, mais qu'il faut regarder à 20 ou 30 ans. Donc si on résume la situation, nous sommes assis sur un tas d'or, uniquement à condition de ne pas prendre en compte ce petit détail qu'est le changement climatique. C'est quelque chose qui va rapporter énormément uniquement si on regarde du côté des financeurs, des financiers, des compagnies pétrolières, mais pas nécessairement en termes de richesses qui reviendront irriguer les territoires, les économies locales, les populations, les paysages. On est sur des techniques parfaitement éprouvées uniquement si on pense qu'on réussira à avoir éprouvé ces techniques d'ici 30 à 50 ans, puisqu'aujourd'hui, elles ne sont pas encore au point. Les gaz de schiste, quand on vous écoute les uns et les autres, n'ont pas véritablement l'air d'être une solution, je ne veux pas dire d'avenir, mais une solution pour le présent. La question reste entière, puisque, on le disait tout à l'heure, le pétrole est en train de disparaître, de s'évaporer très rapidement. Nous sommes dans une société aujourd'hui extrêmement dépendante du pétrole et de l'énergie d'une manière générale. Simon Cossu, vous parliez tout à l'heure de la nécessité de faire des économies d'énergie. On le sait, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Je parle là au niveau gouvernemental et intergouvernemental. Doha nous a donné encore un de ces exemples dont on peut même plus dire qu'ils sont cuisants, tellement ça devient lassant. On se souvient tous de Copenhague, on se souvient tous de tous ces épisodes que plus personne n'arrive à regarder avec un semblant d'intérêt, puisqu'on sait très bien, dès le départ, comment ça va se terminer. Donc aujourd'hui, si on sort de ce mirage qui ne fait même pas rêver, les gaz de schiste, qu'est-ce qu'on peut voir comme avenir, Simon Cossu? L'avenir est à la relocalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on passe de deux types d'énergie qui étaient, on va dire, sous forme de stock centralisé, à des énergies qui vont être diffuses, disséminées, et qui vont être non plus accaparables par un petit nombre ou par des personnes morales, mais qui vont être des biens communs, et qui le sont et qui le resteront toujours. Donc peut-être on est assis sur un tas d'or, mais c'est quoi en comparaison d'un salaire perpétuel en quelque sorte ? Et donc, faut savoir maintenant comment va être distribué ce salaire et qui est-ce qui va pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que les énergies conventionnelles qu'on a utilisées jusqu'à présent ont pu rapporter un certain nombre de milliards d'euros à des compagnies et continuent à le faire chaque année. Demain, il va être beaucoup plus compliqué pour ces compagnies de pouvoir s'accaparer de la même façon des énergies renouvelables décentralisées. D'autant plus qu'elles ont pour l'instant mis tellement de freins à leur développement
par différentes manières détournées, on va dire, que c'est juridiquement compliqué d'aller les chercher. Et donc les seuls acteurs maintenant qui peuvent vraiment y aller, ce sont les acteurs du territoire, on va dire dans leur globalité, c'est-à-dire que c'est une coalition aujourd'hui entre les citoyens, les collectivités locales et les acteurs, on va dire, industriels locaux, genre industriels pas par les grandes compagnies, mais par l'industrie qui nous fait vivre au quotidien, qui répond à nos vrais besoins. Et donc c'est au travers de cette nouvelle coalition sur les territoires qu'on pourra se réapproprier l'énergie, mais aussi se réapproprier les retombées économiques liées à ces énergies. Benjamin Dessus, vous connaissez bien sur les questions nucléaires, sur les questions de transition énergétique, sur les bilans énergétiques, celui de la France, celui de l'Allemagne. Et puis voici que dans le numéro de Global Chance qui sort ces jours-ci, vous vous intéressez au gaz de schiste. Alors vous êtes économiste et de fait, la question des gaz de schiste a souvent surgi sur la scène française sous l'angle économique. Alors, comment est-ce que vous vous êtes penché dessus et qu'est-ce que vous avez cherché exactement ? En fait, moi je suis économiste mais aussi ingénieur. Donc j'ai une vision de l'économie qui est un peu à partir de l'ingénierie et de la physique. Ce qui me surprenait dans l'histoire des gaz de schiste, c'est qu'un certain nombre de gens commençaient à dire « c'est une bulle, ça va crever ». Et je ne comprenais pas pourquoi c'était une bulle, pourquoi ça allait donc crever, et qu'est-ce qui faisait que des gens qui ne sont pas complètement idiots comme les Américains continuaient à faire des trous pour aller chercher des gaz de schiste alors qu'on leur disait, en France que ça allait s'arrêter parce que c'est pas possible, le gaz est pas du tout assez cher aux États-Unis pour continuer à en vendre et les gaz de schiste allaient s'arrêter. Bon. J'ai essayé de comprendre un peu mieux cette affaire-là, sachant déjà que les problèmes environnementaux étaient déjà relativement traités, au moins les problèmes d'environnement local, beaucoup moins les problèmes d'environnement global et les problèmes de fuite de méthane. Donc je me suis intéressé essentiellement à l'aspect économique et à l'aspect fuite de méthane et leurs conséquences sur l'effet de serre. Pourquoi dites-vous que les problèmes environnementaux locaux étaient traités ? Il y a beaucoup de gens qui s'en sont occupés parce qu'ils se sont manifestés contre les gaz de schiste, donc ils ont été amenés à regarder d'assez près les problèmes d'environnement local, les problèmes paysagers, les problèmes de pollution de l'eau, les problèmes de pollution par des rejets dangereux pour la santé, les problèmes de transport de camions, etc. Si, un point qui était relativement peu connu, c'est la consommation de sable. Ça, j'ai découvert ça par hasard. Quand on fait un trou de gaz de schiste, on met à peu près 20 000 m3 d'eau, on met 150 tonnes de diverses cochonneries, d'adjuvants chimiques, mais on met 1200 tonnes de sable. Et quand on multiplie ça par ce qui se passe aux États-Unis, 2000 puits par an, on arrive à des quantités absolument considérables de sable. Il faut faire des nouvelles carrières, il faut les transporter, etc. C'est pas rien. Mais bon, le problème auquel j'ai essayé de comprendre quelque chose, c'est de la différence entre un puits conventionnel de gaz et un puits de gaz de schiste. Et j'ai découvert, c'est beaucoup dire, mais j'ai mis en lumière quelque chose que les gens ne racontent pas tellement. Un puits de gaz conventionnel, vous faites un trou, vous dépensez pas mal d'argent pour faire ce trou, mais après ça, en gros, pendant 40 ans, vous sortez régulièrement du gaz. C'est le gaz de lac. On l'a creusé dans les années 50, il est en train de finir, ces puits sont en train de s'épuiser. Et puis, pendant 50 ans, vous avez sorti chaque année autant de gaz que l'année précédente. Et donc, vous faites un gros investissement au départ, et après ça, vous avez du gaz pendant très longtemps. Le gaz de schiste, c'est complètement différent. Comme vous n'avez pas une réserve de gaz au sens d'une espèce de poche de gaz sous pression, mais du gaz diffus dans de la roche, donc de l'argile contenant du calcaire ou de la silice, vous faites un trou dedans, le même trou que pour le gaz conventionnel. Ensuite, vous faites un trou horizontal pour rester dans la couche d'argile. Et puis, vous envoyez de l'eau sous pression pour faire des fissures dans cette roche. Pour fracturer. Pour fracturer la roche et pour en faire sortir le gaz qui est diffus. Et à ce moment-là, vous sortez brutalement ce que vous avez comme ça mis au jour. Alors, un puits de gaz de schiste classique, la première année, ça produit à peu près 50 ou 60% de tout ce que ça produira. Alors qu'un puits classique,
ça produit 2 ou 3% par an de sa production totale, ou 4% par an de sa production totale. Donc vous voyez, c'est complètement différent en termes de physique. Et la physique a une répercussion sur l'économie. Supposons que le trou vous coûte aussi cher ou le même prix que le trou du gaz conventionnel et qu'il y ait à peu près une production analogue au total, potentielle de ces puits. Pour un industriel, c'est beaucoup plus intéressant de vendre dès l'année prochaine son gaz que dans 40 ans. L'industriel en question, il emprunte de l'argent pour faire ses trous, il paye ça à 10% par an, etc. Donc, il a un intérêt pour le présent et un certain désintérêt pour l'avenir. Par conséquent, à production égale, totale, il aurait tout intérêt à faire un puits de gaz de schiste. Alors, c'est pas tout à fait ça, comme ça que ça se passe, parce que la productivité globale d'un puits conventionnel est généralement nettement plus importante que celle d'un puits de gaz de schiste, de l'ordre de 5 à 6 fois plus importante en moyenne. Il y a des très gros écarts entre les bons et les mauvais puits, qu'ils soient conventionnels ou de gaz de schiste. Mais même avec des productivités nettement plus faibles, comme le débit initial peut être important, voire plus important que le débit initial d'un puits conventionnel, l'industriel s'y retrouve relativement. D'où la possibilité, malgré le fait que l'investissement initial est du même ordre de grandeur que celui du puits conventionnel et qu'au total on en sortira moins de gaz, un intérêt des industriels qui peuvent spéculer sur le fait qu'ils vont vendre rapidement du gaz. Bien. Alors, sur le prix des trous, il est évident qu'il y a des incertitudes. A priori, ça devrait être un peu plus cher de faire du gaz de schiste que du gaz conventionnel, parce que non seulement il faut faire un trou vertical pour aller jusqu'au puits, c'est à peu près 2-3 000 mètres analogue au puits conventionnel, mais après ça, il faut faire un puits horizontal sur 1 ou 2 kilomètres, puis il faut fracturer, il faut apporter de l'eau, etc. A priori, c'est plus cher. Aux États-Unis, c'est pas très cher. Pourquoi ? Parce que, justement, comme vos puits ont une durée de vie très courte, 2, 3 ans, 4 ans, qu'après ça, ça ne vaut plus la peine, vous êtes amené à forer très souvent. Mais comme vous forez souvent, vous forez à côté. Et comme, en plus, la propriété du sol aux États-Unis et la propriété du sous-sol est la même chose, c'est-à-dire quand vous êtes propriétaire du sol, vous êtes propriétaire du sous-sol, si votre voisin vient de trouver du gaz et pousse des cris en disant « Formidable, j'ai trouvé du gaz », instantanément, vous avez envie de faire un trou pour sortir aussi du gaz. Bien. Et il n'y a pas de problème de permis, etc. C'est beaucoup plus simple qu'en France. Par conséquent, la machine que vous avez utilisée pour faire un trou, elle est réutilisée immédiatement à côté pour faire un autre trou. Or, ces machines à démonter, à remonter, à transporter coûtent beaucoup plus cher que leur utilisation réelle. Donc, du fait du nombre de puits à faire, de la faible pérennité des puits, et du fait qu'il y a cette espèce de production en rhizome qui se produit à cause des voisins qui continuent à faire ce qu'on a commencé à faire, vous avez des prix et des capacités de forage tout à fait considérables aux États-Unis. Il faut aussi savoir aussi que la capacité industrielle de forage aux États-Unis n'a aucun rapport avec celle de la France. Donc, les prix des forages sont relativement bon marché, meilleur marché qu'on ne pourrait l'imaginer a priori. Voilà la raison essentielle pour laquelle, finalement, on a des coûts de gaz de schiste qui sont tout à fait convenables et moins chers que le prix moyen du gaz sur le marché international. Alors, le revers de cette médaille... Il y en a tout de même, parce que là, jusqu'à présent, à vous entendre, tout porte à souhaiter, effectivement, introduire ces puits de gaz de schiste en France. Il y a 2 problèmes derrière ça. Il y a les problèmes d'environnement dont on va reparler, mais indépendamment de ça, il y a un risque assez considérable. Alors là, quand on se place du point de vue de la collectivité et non plus du point de vue de l'industriel qui fait un trou ou du spéculateur qui spécule là-dessus. Puisque ces forages ont une durée de vie très faible, si on veut maintenir la production au niveau national, par exemple, d'un pays ou d'une région, il faut refaire un trou très vite. Et quand vous avez fait 2000 trous pour produire tant de millions de tonnes d'équivalent pétrole de gaz, une certaine année, il faut en gros vous engager à en faire 2000 autres l'année d'après, ou 2 ans plus tard ou plus tard. Donc, vous vous êtes engagé dans une espèce de spirale inflationniste d'investissement qui est très très différente de ce que qu'on connaît dans le cas classique du pétrole ou du gaz,
où vous faites un gros investissement, mais à partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait ça, le pays dans lequel vous le faites est à peu près tranquille pour 30 ou 40 ans. Oui, mais Benjamin Dessus, vous pourriez décider de faire non pas 2000 trous la première année, mais 10 trous la première année et d'étager comme ça votre investissement. Tout à fait. On peut faire 10 trous la première année, mais pour maintenir la production de ces 10 trous, il faut en faire 10 autres. Si vous voulez augmenter, arriver à 1000 trous, il faut faire 10 trous, plus 20, plus 40, 50, 100, etc. Mais la dernière année, au bout de 10 ans, vous avez fait vos 2000 trous, par exemple, qui correspondent à ce dont vous avez besoin de pétrole. Mais l'année d'après, il faudra toujours faire 2000 trous. Si vous ne les faites pas, eh bien, vous n'aurez plus que la moitié de la production. Et 3 ans plus tard, vous n'aurez plus de production du tout. Donc c'est ça, si vous voulez, le truc particulier à ces gaz de schiste, qui est aussi vrai d'ailleurs pour les pétroles de schiste, c'est cette espèce d'obligation de continuer si on veut continuer à produire. Et là, on n'est pas du tout habitué à ça dans le domaine de l'énergie. Dans tous les domaines de l'énergie, les investissements qu'on fait sont à très longue durée de vie. Là, c'est très très particulier. Mais juste pour être sûr d'avoir bien compris, Benjamin Dessus, qu'est-ce qui se passe si vous cessez de produire? Est-ce que la production que vous avez déjà engrangée n'éponge pas vos investissements et n'est pas suffisamment juteuse pour continuer à intéresser, même si vous arrêtez très rapidement votre activité? Alors, si on arrête son activité, si on ne fait plus de trous, l'industriel peut s'y retrouver s'il arrive à vendre son gaz dans de bonnes conditions, et il n'a envie de faire un trou que s'il pense que sur les 3 ou 4 ans qui viennent, il pourra vendre son gaz, puisque c'est le cas des gaz de schiste. Mais la question qui se pose, c'est pour un État, pour la question de sécurité énergétique, sécurité au sens d'approvisionnement, si les industriels ne s'engagent pas à continuer à faire des trous, eh ben vous vous retrouvez brutalement sans gaz du tout. C'est ce qui pourrait arriver aux États-Unis, qui ont été une progression fulgurante du nombre de trous. Ils ont fait d'abord un trou, puis 10 trous, puis 100 trous, puis 1000 trous, puis 5000 trous par an. S'ils ne continuent pas à faire 5000 trous par an, ça s'arrête. Or, on est là dans une activité qui est du coup beaucoup plus spéculative que quand on fait des investissements pour très longtemps. Autrement dit, c'est pour ça aussi retournement de conjoncture, parce que le prix du gaz se casse la figure, parce qu'il devient plus intéressant pour le financier d'investir dans le maïs ou dans l'acier ou dans les terres rares, on peut se trouver brutalement avec une production qui chute affreusement. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est très particulier à ce genre de choses. C'est-à-dire que de fait, là, on comprend bien que les avantages sont pour les industriels, les inconvénients pour la collectivité. C'est pour ça que vous disiez, Benjamin Dessus, que le problème est celui de la collectivité et non pas le problème des industriels. Alors, dire que c'est un désavantage pour la collectivité, c'est un des désavantages pour la collectivité, l'autre étant les problèmes d'environnement et les problèmes un certain nombre. Alors, il y a des avantages, par contre, évidemment. Si on arrive à faire du gaz de schiste dans de bonnes conditions, etc., ce qui n'est pas du tout prouvé, on peut se dire, et c'est l'un des grands arguments agités en France pour l'instant, de toute façon, pour la transition énergétique, on aura besoin de gaz. Donc, en France, par exemple, on aura besoin pendant un certain temps d'importer du gaz. On dit même que les gaz de schiste pourraient financer la transition énergétique vers le renouvelable. Alors, ça, c'est des raisonnements très dangereux sur lesquels je veux bien revenir, mais c'est les avantages supposés d'un gaz de schiste. Alors, peut-être avant parler un peu d'environnement, des problèmes d'environnement. Alors, je pense vous avez déjà eu l'occasion probablement de pas mal en parler du point de vue local. Des problèmes paysagers, des problèmes de mitage du paysage, des problèmes de transport, etc., etc., des risques pour la santé, des risques de contamination des nappes phréatiques, etc. Moi, je voudrais insister sur le problème du gaz à effet de serre, qui sont un peu inhérents au gaz de schiste. Pourquoi ? Parce que quand on regarde quand est-ce qu'il y a des fuites de gaz de schiste dans le processus, vous injectez de l'eau sous pression pour faire les fissures, et ensuite, cette eau, il faut l'enlever. Et quand vous l'enlevez, quand vous la récupérez, que vous la pompez, elle est pleine de gaz. Et ce gaz, il s'en va dans l'atmosphère. Et ce gaz, c'est justement du méthane. Or, vous savez que le méthane est épouvantablement dangereux comme gaz à effet de serre. Bien plus que le gaz carbonique. Si on prend son effet à 20 ans, les dernières estimations faites par des Américains sur cette question donnent des méchancetés à peu près 100 fois supérieures à celle du gaz carbonique. Vous voyez, c'est très très méchant. Donc il suffit de fuites extrêmement faibles, de l'ordre de quelques pourcents de méthane, pour perdre tout l'avantage qu'on pouvait en imaginer. Donc ça, c'est un problème vraiment majeur. Bon. Alors si on revient à des questions d'économie...
Oui, on est un peu tenu de revenir à ces questions économiques parce que, de fait, la question du changement climatique est systématiquement escamotée dans le débat sur les gaz de schiste. Donc, Alors, c'est vrai que profondément, c'est complètement débile de dire on va commencer à faire des trous et aller rechercher des énergies fossiles alors qu'on est en train de s'engager, on voudrait s'engager à émettre moins de gaz à effet de serre. Bon, c'est engagé à 20 ans et à 80 ans. Et on devrait le faire plus. Bon, cet argument étant pour l'instant mineur dans l'opinion française, dans l'opinion internationale, il faut regarder les arguments de nature économique. Mais ces arguments de nature économique jouent aussi la transition énergétique. Ils disent, on va faire du gaz de schiste, c'est nous, ça sera bon pour l'emploi, ça sera bon pour les finances extérieures. C'est vrai. D'abord, on peut se poser la question de savoir si ce sera meilleur pour l'emploi que d'autres choses, des énergies renouvelables ou de l'efficacité énergétique. Bon, mais ça, c'est un premier débat. Et puis, on nous dit assez aisément, on va sortir du gaz de schiste pas cher, on va le taxer très fort, et avec cette taxe, on fera des énergies renouvelables. Moi, ça me fait penser un peu aux braves Australiens qui, sortant de la messe le dimanche dans les temps anciens, à la fin du 19e siècle, donnaient 10 centimes à la bonne sœur au passage et allaient tuer des aborigènes. Cette espèce de... On paye pour faire quelque chose de dégueulasse, et avec ça, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire des choses magnifiques. Je ne suis pas très sûr que ça soit efficace. Et d'autre part, on y perd tout l'intérêt sur l'emploi. L'emploi qui est dégagé par des gaz de schiste pas chers, c'est pas l'emploi sur les gaz de schiste, c'est les emplois induits par le fait que vous avez du gaz pas cher. Et qui fait que vous pouvez recréer des industries de plastique, de faire une série de choses en France qui n'étaient plus possibles parce que la matière première était trop chère. Ou des turbines à gaz qui coûteraient moins cher, etc. D'autre part, en même temps, on est en train de se dire qu'il faudra mettre des très grosses taxes sur les gaz à effet de serre. Et si justement, comme tout le monde a l'air de commencer à le penser sérieusement, sauf les lobbyistes, que les fuites de méthane sont considérables, si vous accordez l'intérêt qu'il faut à ces fuites de méthane, le gaz de schiste va être taxé épouvantablement cher. Donc finalement, ce n'est pas très intéressant. Vous allez arriver finalement à quelque chose qui coûte très cher pour les industriels et les consommateurs. Vous y arriverez s'il y a un choix politique qui va dans ce sens-là. Mais de fait, Benjamin Dessus, aux États-Unis, le prix du gaz s'est même littéralement effondré. Alors le prix du gaz s'est effondré aux États-Unis, pas seulement à cause de l'arrivée des gaz de schiste, mais pour des tas d'autres raisons. Des tas d'autres raisons qui ont été les subprimes. Le gaz est utilisé très majoritairement aux États-Unis dans les maisons individuelles. Parce qu'il y a un réseau gazier très fort et beaucoup de pipes, etc. Évidemment, à partir du moment où tout le monde a vendu sa maison et que les maisons étaient simplement abandonnées puisqu'elles n'étaient plus habitées, on n'avait plus besoin de beaucoup de gaz. Vraiment à ce point-là ? Il y a eu plusieurs millions de maisons qui ont disparu, qui n'ont pas été occupées du tout, et les gens qui étaient dehors. Bon. Ensuite de quoi, cette année par exemple, l'hiver aux États-Unis a été parfaitement doux. Ça en fait encore tomber le truc. Donc il y a le prix spot du gaz s'est cassé la figure indépendamment du fait que le gaz de schiste existait. D'autre part, comme il y avait eu une mode pour ces gaz de schiste, on s'est retrouvé plutôt en surproduction de gaz de schiste. Et comme les capacités de stockage aux États-Unis du gaz sont faibles, on ne fait pas de gaz liquéfié, on a peu de stockage souterrain de gaz, eh bien, ils se sont trouvés, les producteurs, avec du gaz qu'il fallait vendre parce qu'ils ne pouvaient pas le garder, quoi. Tout ça a fait que le prix du gaz s'est cassé la figure. Là, il y a un phénomène un peu de bulle. Pour l'instant, le gaz aux États-Unis est aux alentours de 2,5-3 $. Il va probablement remonter à 4 ou 4,5 $. Et il semble que la rentabilité du gaz de schiste se situe plutôt autour de 4-5 $. Le MBTU, qui est une utilité bizarre, mais que je ne vous raconte pas. Bien. Donc là, on est en dessous du seuil de rentabilité. Là, on est en dessous du seuil de rentabilité. Mais les Américains ont d'ailleurs trouvé une assez bonne parade, parce qu'ils ont eu des difficultés quand même, les entreprises qui faisaient ça. Ils se sont reportés sur des puits qui font à la fois du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Comme le prix du pétrole ne s'est pas cassé la figure du tout, il était peut-être plus intéressant d'aller chercher du pétrole de schiste que du gaz de schiste. C'est les mêmes outils, c'est les mêmes méthodes,
Certains champs sont plutôt pétroliers, d'autres plutôt gaziers. Et souvent, il y a les deux à la fois, d'ailleurs. Bien. Donc, ils sont allés sur des pétroles. Mais dans ces puits de pétrole, il y a du gaz. Et comme vous rentabilisez votre puits, ne serait-ce qu'avec le pétrole, le gaz devient marginal et vous le vendez en plus. Ce qui fait que ça a remis encore sur le marché du gaz qu'on pouvait vendre relativement bon marché puisqu'on arrivait à amortir la plus grande partie de l'investissement avec le pétrole. Le dernier phénomène qui a joué beaucoup aux États-Unis, c'est une loi fiscale qui est très intéressante, qui permet aux entreprises pétrolières d'amortir en 1 an leurs trous. Donc de mettre ça dans leur compte et donc de ne pas payer de bénéfices, d'enlever ça de leurs bénéfices. Les bénéfices sont très taxés aux États-Unis, c'est 35%. Et quand vous regardez certaines sociétés américaines, foreuses américaines, vous apercevez qu'elles ne payent pas du tout d'impôts sur les bénéfices parce qu'elles réinvestissent dans des trous qui sont une façon d'éviter l'impôt sur les bénéfices tout en faisant des trous. Donc en fait, si vous voulez, le trou est finalement payé par l'absence d'impôt sur les bénéfices, en grande partie, ce qui contribue également à ce développement rapide. Alors vous voyez que là, on est dans des conditions qui sont quand même très très particulières, qui sont très très loin des conditions françaises. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce que quand vous décryptez comme ça la situation, on comprend mieux à la fois pourquoi nos baillards français du gaz de schiste ont les yeux rivés sur ce mirage américain, même si en regardant ce qui se passe en coulisses, on se dit que c'est quand même pas si miraculeux que ça. Mais de fait, la situation en France est assez différente, Benjamin Dessus. La situation en France est différente. D'abord, du point de vue des gisements potentiels. Je ne sais pas si vous savez comment on évalue ces gisements, comment ils ont été évalués par les Américains. C'est d'ailleurs les Américains qui l'ont fait. Il n'y a pas d'entreprise française qui en soit actuellement capable ou qui l'ait fait. Le gaz de schiste se trouve généralement dans les couches argileuses. Alors on regarde, avec des géologues, où est-ce qu'il y a de l'argile en France. On regarde la surface de ces surfaces de couches d'argile, on regarde leur épaisseur, on multiplie l'un par l'autre et on trouve un volume d'argile. Ensuite de quoi... On pourrait leur suggérer d'aller à Bure. Oui, à condition qu'il soit assez profond, etc. À 600 mètres, il ne doit probablement pas y avoir beaucoup de gaz. Après ça, on fait une hypothèse sur le taux de déchets carboniques, de biomasse ancienne, qui sont dans cette argile. Alors on dit, bon, il y a 5%, il y a 10%, il y a 20% au pif de biomasse là-dedans. Au pif, vraiment ? Ah bah, au pif, on ne le sait pas. On fait des hypothèses. Bon. Et puis avec ça, on dit, ben voilà, donc le potentiel vraisemblable, c'est tant de mètres cubes de trucs. Après ça, d'ailleurs, on fait une petite correction souvent quand même, parce que comme il faut fracturer la roche argile, et que l'argile n'est pas une roche, mais c'est un truc mou, vous ne pouvez pas fracturer de l'argile. Il faut qu'il y ait dedans quelque chose qui le rende un peu plus dur, soit du calcaire, soit de la silice. Donc, on peut améliorer un peu l'étude du gisement en regardant dans les endroits où, dans l'argile, il y a aussi du calcaire ou de la silice. Mais c'est en gros comme ça, si vous voulez, qu'est étudié le gisement. Ce qui veut dire qu'il y a de très grandes incertitudes sur sa réalité. Au moins d'un facteur 10. C'est pas invraisemblable, si vous voulez. On trouve 10 fois moins de prévu ou là où ce qu'on a prévu. Donc, alors on nous dit qu'il y a des réserves importantes en France, personne n'en sait rien. Le deuxième aspect, c'est qu'en France, ces réserves sont pour les pétroles de schiste dans le bassin parisien et pour les gaz de schiste dans le sud-est, dans les Causses, dans la bordure des Cévennes, en Ardèche, dans la vallée du Rhône. Bien. Et un peu du côté de Grenoble. Bien. Alors, c'est pas très évident d'aller faire des trous là, au sens des gaz de schiste, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que quand on fait des trous de gaz de schiste, on en fait en gros un tous les 300 mètres. Faire un trou tous les 300 mètres en France, dans des zones habitées comme la vallée du Rhône, n'est pas très simple, sachant que ce trou occupe à peu près 1 hectare autour du trou pendant qu'on fait le travail et qu'après ça, il en reste au moins 1,5 hectare de définitivement abîmé. Donc ça pose des problèmes de concurrence d'usage des sols majeurs, parce que c'est dans les zones agricoles ou dans les zones d'habitation.
Et si vous faites ça dans les Causses ou en Ardèche, vous détruisez complètement le paysage, ce qui est pour le tourisme... Alors, vous êtes moins gêné par les gens, puisqu'il y a moins de monde, mais vous contribuez fortement à faire un derrick tous les 300 mètres, ce qui n'est pas évident, et à faire des routes partout. Sans compter qu'il faut faire des pipes pour aller chercher ce gaz. Aux États-Unis, comme il y a déjà beaucoup de puits de gaz, et que c'est à peu près dans les mêmes endroits qu'on trouve du gaz de schiste et du gaz conventionnel, le réseau de gaz... de gros pipes est déjà généralement existant. Donc, ça évite cet investissement. Donc, vous voyez qu'en France, on est dans des conditions tout à fait différentes, soit parce qu'on est dans des zones très peuplées, soit parce qu'on est dans des zones beaucoup plus montagneuses, comme l'Ardèche, etc., où il n'est pas du tout évident d'aller faire un trou, je ne sais pas combien de trous sur 1 km². Voilà. Vous avez commencé cet entretien, Benjamin Dessus, en parlant d'une bulle. Et de fait, quand on vous écoute, tous les éléments de la bulle sont là. Reste un point mystérieux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la classe politique est si fascinée par cette manne providentielle des gaz de schiste? Je crois que la classe politique n'a pas compris la spécificité de cette matière gaz de schiste en termes physiques. Autrement dit, cet aspect fragile dans le temps. Parce qu'on a tellement l'habitude que l'énergie soit à base d'investissements lourds mais pérennes, que nous n'avons pas les outils de réflexion correspondant à ça. Et je pense que c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. Alors on peut décider de le faire indépendamment des problèmes d'environnement, s'il n'y avait pas de problème d'environnement, ce qui n'est pas le cas, mais s'il n'y en avait pas. Bon. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Je veux dire, vu d'un État, c'est un risque auquel on n'est absolument pas habitué. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc il faut le prendre en compte, simplement. Et je pense que cette discussion n'a pour l'instant pas réellement eu lieu. Voilà, c'est terminé pour ce matin. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site franceculture.fr pendant 1000 jours et la télécharger pendant 1 an.